Bonjour. Donc nous sommes Contalto, bienvenue. Les deux cofondateurs de Contalto qui sont donc Duncan Morris, qui est mon associé, et moi-même. On a créé cette société il y a maintenant 3 ans. On a lancé notre offre il y a 2 ans. On est une société de Martech. On fait à la fois de la data et du logiciel. Et on travaille pour le marché publicitaire dans le domaine du brand content. On est installé à Paris, à Lyon et à Londres. C'est une petite équipe, on a 8 permanents pour l'instant. On a lancé notre offre d'abord sur le marché international, ce qui est assez original quand on est en mode start-up, puisqu'on s'est d'abord adressé au marché américain, au marché britannique. Vous allez comprendre pourquoi, puisqu'on travaille sur des contenus essentiellement anglophones dans l'immédiat. On est une plateforme qu'on appelle de Content Intelligence. Alors c'est un nom un peu barbare. Je vous avoue qu'on ne s'est pas réveillé un matin en se disant on va lancer une plateforme de Content Intelligence dans le brand content. On a une culture au départ média et études de marché, l'un comme l'autre. On a travaillé pendant très longtemps dans des grands groupes de médias, notamment dans des groupes qui traitaient d'information et de divertissement. Et puis également du côté des études de marché, des fournisseurs d'études de marché. On a une petite histoire intéressante tous les deux. Duncan est britannique et suisse par ailleurs, si je ne me trompe pas. Il a vécu à Hong Kong pendant 25 ans. Moi, je suis franco-français, comme vous pouvez l'entendre. Mais on a travaillé ensemble pendant 14 ans dans le même groupe. Et on est le même jour de la même année. On a les mêmes initiales, y compris celle du milieu. Du coup, on a créé une boîte au départ qui s'appelle DM Squared. On n'est pas allé chercher très loin pour le nom. Mais bon, c'est quand même assez original. Et on se disait depuis le départ qu'on était quelque part fait pour travailler ensemble. Et en tout cas, pour avoir un projet commun qu'on allait pouvoir faire vivre ensemble. Et c'est le cas aujourd'hui. La petite subtilité du matin, c'est que Duncan est en France depuis pas très longtemps. Il ne parle pas très bien français encore, donc vous pardonnerez son anglais. Mais il va parler en anglais ce matin. Donc on ne s'est pas réveillé en se disant le brand content c'est génial, on va se lancer là-dedans. C'est ce qu'on a finalement constaté assez rapidement. Mais surtout on s'est dit voilà, un secteur qui est très dynamique. Les marques sont particulièrement intéressées par tout ce qui est contenu. C'est un secteur qui est en très forte croissance. En pré-pandémie, on constatait des croissances sur les marchés anglo-saxons, notamment autour de 30% sur les contenus de marques. C'est un secteur qui finalement est assez empirique dans sa structuration. Il y a très peu d'outils, d'intelligence, il n'y a pas vraiment de veille. Quand on veut travailler sur un pitch, ou quand on a un brief d'une marque, on fait de la recherche de contenu à la main. C'est ce qui se passe encore, on l'a constaté chez des gens qu'on approche. Et donc on s'est dit, là, il y a quelque chose à faire quand même. On va pouvoir apporter de l'intelligence dans ce secteur-là, on va automatiser un certain nombre de process. Et puis surtout, on va essayer de s'attaquer au marché au niveau international avec une réponse qui va pouvoir être transversale. Donc le brand content, pourquoi ? Parce que d'abord, c'est un modèle qui est totalement dans l'air du temps, même s'il est très ancien, parce qu'il est totalement pérenne et résilient par rapport à tout ce qui se passe aujourd'hui dans le domaine publicitaire, la disparition des cookies tiers, les problématiques de respect de la vie privée. Le brand content, il est à l'opposé du modèle intrusif de la publicité digitale, comme vous pouvez le savoir. Il n'utilise pas de cookies de ciblage. Grâce au storytelling, il établit des connexions fortes avec les publics auxquels il s'adresse. Les annonceurs souhaitent, et les marques souhaitent des environnements brand safe, et par définition, le brand content, puisqu'il s'intègre dans des contextes éditoriaux qui sont généralement très forts et totalement safe. Et du côté des éditeurs, c'est quelque chose qui leur convient tout à fait, puisque c'est quelque chose qu'ils maîtrisent, alors que le display est de plus en plus, ils ne le maîtrisent plus. Le programmatique, ça leur a échappé totalement. Donc là, il y a quelque chose que les éditeurs aiment faire et sur lesquels ils ont une vraie valeur ajoutée et sur lesquels ils margent aussi de façon très forte. Donc beaucoup de raisons pour s'intéresser au brand content. Donc on va vous parler plutôt de branded content. Alors c'est une petite subtilité. Daniel Beau, ici présent, qui est un des grands experts du sujet du brand content,
Je te remercie, Daniel, d'avoir donné ton livre ce matin. Daniel occupait traditionnellement cette conférence, hein, c'est ça, depuis quelques années. Il nous a fait la gentillesse de nous laisser la place ce matin. Donc merci. Donc on va parler de branded content plutôt que de brand content. C'est le terme qui est utilisé dans le monde anglo-saxon. On parle de branded content. Et l'IAB, en particulier l'IAB États-Unis et l'IAB UK, ont... on m'entend pas? Non, faut que vous teniez le micro bien. Vous m'entendez pas au fond de la salle? Si, on vous entend, mais c'est pour le streaming. Ah, c'est pour le streaming, d'accord. Merci. Ok. Donc, je vais essayer de parler dans le micro. Donc, l'IAB a publié des définitions de ce qu'ils appellent le Digital Branded Content, auquel on s'intéresse et dont on va parler ce matin. Il y a 3 types de Digital Branded Content au sens de l'IAB. Il y a ce qu'ils appellent le Brand Owned, qui sont les contenus qui appartiennent aux marques et qui sont publiés, hébergés, créés et hébergés par les marques sur leur propre site et sur des comptes sociaux. Il y a des contenus que l'IAB appelle Publisher Hosted and or Created, qui sont des contenus qui sont hébergés et ou créés par les éditeurs. Je parle d'éditeurs, de publishers ou de médias, pour moi c'est un peu le même terme, excusez-moi. Quand je dis éditeur, c'est ce que je veux dire. Donc des contenus qui sont développés dans des partenariats privés entre les marques et les éditeurs, avec ou non intervention d'une agence. Hein. Et puis, il y a des contenus qui sont multidistribués, sur des réseaux de publicité native et de découverte de contenu, comme Taboola ou Outbrain. Dans notre démarche d'étude du marché, on s'intéresse aujourd'hui au deuxième pilier, qui sont les contenus qui sont hébergés et ou créés par les éditeurs. On a commencé par ça depuis 2019. On va continuer progressivement dans nos analyses à intégrer des contenus fabriqués par les marques. Ça, c'est l'étape suivante. En revanche, tout ce qui concerne les contenus multidistribution, on ne s'y intéresse pas. Tout ce que vous allez voir ce matin, les datas qu'on va vous partager avec vous, sont issus d'un outil qu'on a développé maintenant depuis donc, un peu plus, quasiment 3 ans, qu'on a lancé il y a 2 ans, qui s'appelle Contalto, qui est cette plateforme de content intelligence dont je parlais tout à l'heure. Le process, il est finalement assez simple à décrire, mais assez complexe à réaliser. On va identifier les contenus de marque sur les sites d'éditeurs premium. On va les identifier notamment grâce à des robots qu'on va développer. Donc on fait ce qu'on appelle du crawling, un crawling intelligent. On travaille avec, on a parfois jusqu'à 3 ou 4 robots pour un seul éditeur, pour aller trouver tous les contenus de l'éditeur en question. On fait du crawling. Une fois qu'on a identifié les contenus en question, on va faire du scrapping. On va les récupérer. Une fois qu'on les a récupérés, on va aller les classer, les classifier. On a développé une méthodologie de classification qui n'est pas complètement automatisée à ce jour, mais qu'on est en train d'automatiser au maximum. On a plus de 40 variables d'analyse et de classification des contenus. On rentre dans l'analyse des contenus, et on ne fait pas seulement une classification, je dirais, comme peuvent faire les instituts qui font de la pige publicitaire notamment. On va au-delà de ça. Donc on fait de la classification, on fait de l'analyse, on a créé des analytiques dédiées au brand content, et ensuite on restitue l'information à travers la plateforme qui s'appelle Contalto. L'information est mise à jour chaque jour, toute la journée, en travaillant en continu. Nos crawlers vont chercher en permanence les contenus sur les plateformes des éditeurs, et on met donc à disposition chaque jour entre 100 et 250 campagnes nouvelles tous les jours, avec toutes les métriques qui vont avec. Aujourd'hui, on a 3 années de données. On s'est lancé donc en septembre 2019 sur le marché international. Ce n'était pas un bon timing, je ne vous le cache pas, puisqu'on s'adressait en plus au marché américain et au marché britannique, et qu'à partir du mois de mars, tout était fermé. Donc en termes de prospection commerciale, ce n'était pas idéal. Mais bon, on a survécu, et surtout, on a beaucoup de données aujourd'hui. Ça, c'est intéressant. On a en base 42 000 contenus de marques, d'éditeurs, chez les éditeurs. On a, donc, comme je disais tout à l'heure, 40 variables sur lesquelles on travaille. On travaille sur tous les genres d'éditeurs. On couvre 18 genres.
On a, à ce jour, on a 162 éditeurs sur lesquels on travaille, anglo-saxons, essentiellement américains, britanniques. On a quelques éditeurs anglophones d'Asie-Pacifique également. Et on s'intéresse au marché français. On va en parler. On a développé une taxonomie complète du brand content grâce à nos outils d'analyse sémantique. On fait de l'analyse sémantique, on est en deep learning, on a développé des modèles. Et on a une taxonomie qui est totalement unique. On a 163 thèmes d'analyse des contenus branded. En termes de classification sectorielle, on n'a pas à rougir par rapport à des Kantar, par exemple, puisqu'on a aujourd'hui une classification qui est totalement exhaustive et très moderne. On a 32 secteurs d'analyse et 275 sous-secteurs d'analyse. On va très très loin, on a des choses comme le blockchain, les cryptocurrencies, ce genre de choses. En termes de format, on récupère tous les formats, évidemment. Donc ça va de la vidéo, en passant par les infographies, en passant par les choses un peu créatives et interactives, en passant par les formats audio, les formats texte, et généralement des combinaisons de tout ça en même temps. Voilà. Donc ça c'est pour, je dirais, le contexte. Marché français, on s'y intéresse depuis maintenant 5 mois. On a commencé à tester nos outils sur le marché français. En l'occurrence, on travaille sur 7 titres, puisque l'idée chez nous, c'est un éditeur et tous les contenus qui vont avec. Donc on va récupérer toutes les marques et tous les contenus publiés sur une plateforme d'éditeur. Et cet éditeur, vous avez ici quelques exemples des gens sur lesquels on travaille. On reviendra là-dessus un peu plus tard. Je vais me rasseoir. L'année 2021, alors ce qu'il faut que je vous dise aussi, c'est qu'on travaille, nous, en termes de volume. On ne travaille pas en termes de valeur, en tout cas pour l'instant. C'est un peu complexe, comme vous pouvez l'imaginer, de mettre un prix sur une opération de brand content menée par un éditeur, même si on se rend compte qu'il y a beaucoup de templates, il y a beaucoup de choses qui se répètent. Il y a des formats types. Chaque éditeur a en gros 3, 4 types d'opérations, d'approches du brand content. Et ça, on le voit très très bien, puisque c'est notre métier, c'est ce qu'on analyse au quotidien. Donc l'objectif pour nous, c'est d'arriver très rapidement à essayer de valoriser ces opérations-là, en travaillant avec les éditeurs qui sont nos clients et ceux qui ne le sont pas encore, de façon à apporter vraiment une information que tout le monde demande, puisque les marques attendent beaucoup cette information qui va permettre de structurer un peu plus le marché, parce qu'aujourd'hui, on n'a pas d'idée vraiment de la taille du marché. Donc nous, on travaille en volume, mais c'est déjà intéressant, puisque ça nous permet de savoir quelles sont les tendances en termes de volume de campagne et en termes de volume, on appelle ça des items, donc c'est des contenus individuels appartenant à des mêmes campagnes. Notre méthodologie nous permet notamment, justement, de relier des contenus différents et les intégrer dans ce qu'on appelle une campagne. On est capable de faire ça. Donc en termes de volume et de tendance, on est en 2021, comme dans d'autres segments du marché publicitaire, sur une année qui est vraiment très faste, après une année qui était en demi-teinte en 2020. Je dis bien en demi-teinte, ce n'était pas une année qui était mauvaise, puisque certes, il y avait une baisse en 2020 entre février et avril qu'on avait constatée l'année dernière. Évidemment, tout le monde a subi le contre-coup du premier confinement, mais il y avait un rebond très très fort ensuite par rapport à l'année 2019. Donc en fait, 2020 était une année qui n'était pas si mauvaise que ça en termes de brand content digital, de branded content digital, du côté des éditeurs anglo-saxons. Aujourd'hui, on est à plus de 25% sur la période donc de janvier à novembre, et donc plus de 25% par rapport à la période de l'année dernière. C'est le B2B en particulier, qui est très fort, qui a su s'adapter dès le début de la crise, en changeant véritablement sa communication, ses messages, en les adaptant à la nouvelle donne mondiale, en parlant beaucoup de transformation digitale, en parlant beaucoup de changement de paradigme au travail. Donc toutes choses qu'on a, nous, observées, dont on va parler ensuite. Et donc le B2B a continué à progresser ensuite, et depuis donc, février 2020. On travaille à périmètre constant, parce qu'il faut savoir qu'on rajoute, dans le cadre de nos opérations, des nouveaux éditeurs. Mais là, en l'occurrence, on a vraiment exclu les nouveaux. Cette année, donc, on a eu un rebond très fort, comme vous le voyez sur ce chart, au printemps et jusqu'à l'été,
sachant qu'au printemps, c'était donc juste un an après le début de la pandémie. En fin 2021, donc aujourd'hui, on est plutôt dans une situation de légère progression en volume, voire très faible. Pourquoi? Parce qu'en fin 2020, on avait déjà rattrapé très largement ce qui s'était passé au début de l'année. Et donc, on était sur des tendances qui étaient très très fortes déjà en fin 2020. Au niveau des secteurs, ce qu'on voit et ce qu'on constate, c'est qu'il y a un rebond très très fort dans les secteurs qui ont été très impactés. Et notamment, il y a 3 secteurs qui étaient très impactés par le Covid depuis le départ, qui étaient le luxe, l'automobile et surtout le voyage-tourisme. Donc ce qu'on voit, c'est que ces secteurs-là ont une progression très forte cette année. Le luxe avec la joaillerie en particulier, l'automobile avec tout ce qui concerne la communication des constructeurs au sens large et non pas des marques ou de modèles en particulier, et le voyage-tourisme sur plein de sous-segments, le tourisme de ville, le tourisme régional, le tourisme national, alors que les voyagistes, les tour opérateurs, les compagnies aériennes et les croisiéristes sont en revanche toujours en recul. Donc je vais vous montrer effectivement la partie droite du slide qui va vous donner une information un petit peu différente sur la présence de la vidéo. On se rend compte qu'effectivement, quand on analyse les types, donc nous, ce qu'on a à gauche dans la partie, le camembert, là, c'est ce qu'on appelle les types. Hein. À droite, il y a des formats. Donc les formats, c'est ce qui est des images, des vidéos, mais c'est aussi des infographies, c'est des quiz, c'est ce genre d'informations. Donc ce qu'on voit, c'est que quand on analyse les types et quand on détaille en particulier ce qui est au niveau de la vidéo, on se rend compte que les features et les articles brandés sont très utilisateurs de vidéo aussi. Donc on retrouve de la vidéo à la fois dans les features et les articles brandés, en plus de ce qui se passe dans la vidéo, et surtout également dans tout ce qui est sponsoring éditorial. C'est quelque chose qu'on regarde également. C'est-à-dire que nous, on va récupérer les sponsoring éditoriaux. On en trouve beaucoup, notamment chez les éditeurs qui viennent du news. Ils en font beaucoup. Et là, c'est des contenus qui sont, par définition, pour lesquels la marque n'a pas d'influence. En tout cas, théoriquement, elle n'en a pas. Et dans lesquels il y a beaucoup de vidéos. Mais c'est des contenus qui ne sont pas toujours alignés avec la marque. Alors que les contenus de marque sont très alignés. Ça, on va en parler. En termes d'autres formats, donc, ce qu'on voit, c'est qu'il y a beaucoup de e-commerce, de call to actions qui sont utilisés en B2C, notamment dans tous les éditeurs qui viennent de la presse magazine à l'origine. Ils en font beaucoup, on en voit beaucoup. Il y a beaucoup d'infographie, à contrario, qui est utilisée par les éditeurs du côté des campagnes B2B en particulier. Il y a beaucoup de downloadable également, donc des téléchargements, des livres blancs. Ça, c'est une pratique qu'utilise beaucoup le B2B. Et pour ce qui concerne les quiz, par exemple, qui étaient au départ, nous, on trouvait beaucoup chez BuzzFeed, on se rend compte qu'il y en a maintenant un peu partout. Le podcast, l'audio, on en parle beaucoup, c'est très tendance. En réalité, ça reste quelque chose qui est relativement faible, parce que nous, on trouve qu'il y a à peu près 2% de contenu podcast utilisé. Mais certes, c'est quelque chose qui est en train de se développer et qui est utilisé à la fois en B2B et en B2C. Donc voilà des types de contenus, effectivement, pour répondre à la question, mais on va vous montrer ensuite des exemples un peu plus détaillés. Donc, voilà ce qu'on appelle un advertising feature. Vous ne l'avez pas vu, mais je vais le remontrer. Donc, c'est un exemple de Nikon sur le Wall Street Journal. Donc là on a un contenu complet, donc c'est une URL dédiée. Hein, on retrouve la marque en bas. Ensuite, on a un contenu, c'est G-Shock sur iSnowboarding. Donc là, c'est ce qu'on appelle un article brandé, sur lequel il y a d'autres éléments que l'article dédié à la marque. Et puis ensuite, il y a ce qu'on appelle un sponsoring éditorial sur Euronews, ici, qui est un contenu qui est fait pour Airbus. Donc ça, c'est l'éditorial, c'est du rédactionnel. En théorie et en réalité, Airbus n'a pas d'input sur le contenu en question. Alors même que l'objectif ultime d'un contenu de marque peut être de sensibiliser ou de créer de la considération, voire de la conversion, voire de la recommandation, de l'advocacy, comme on dit, pour une marque, ses services ou ses produits, on se rend compte que
le contenu s'efforce toujours d'atteindre ses objectifs en se conformant à des archétypes, à des modèles narratifs qui sont très spécifiques. L'analyse sémantique qu'on pratique nous a permis d'établir ce qu'on appelle des archétypes. Au départ, on a travaillé on a analysé plusieurs milliers de campagnes à la main. C'est comme ça qu'on a procédé. Hein. On n'avait pas le choix. Hein. Et puis on a travaillé avec un laboratoire universitaire, on a mis au point des algorithmes et des modèles qui permettent de scanner et d'analyser maintenant en une fraction de seconde n'importe quel contenu et d'en déterminer l'archétype, les archétypes, puisqu'en l'occurrence, généralement, c'est une combinaison d'éléments. Et donc, ça nous permet d'avoir ce genre d'informations. C'est des modèles de NLP sur lesquels on travaille en deep learning. La plupart des contenus brandés comprennent un mix de plusieurs archétypes. Ce qu'on voit, c'est que bien que les scores puissent varier de 0 à 100, on constate que les campagnes de brand content sont plutôt informatives en général. Elles sont un peu pratiques, mais elles ne sont pas toujours très divertissantes ou inspirantes. Ça, c'est en général. Donc informatif, c'est informer, c'est éduquer, c'est clarifier. Pratique, c'est proposer un savoir pratique. C'est des how-to, par exemple, on voit beaucoup de ce genre de choses. C'est conseiller, c'est recommander, inspirer, vous comprenez, promouvoir des idées, exciter, impressionner, et divertir, ouais, c'est amuser, c'est donner du plaisir. Donc les contenus, je vais cliquer, voilà. Les campagnes B2C et les campagnes B2B ont des profils archétypaux différents. Les campagnes B2B, elles sont essentiellement informatives. Elles sont un peu pratiques aussi, mais elles sont très très peu inspirantes ou divertissantes, malheureusement. En tout cas, c'est le choix des marques. Les campagnes B2C, en revanche, sont beaucoup plus, je dirais, nuancées dans leur approche narrative. Elles sont aussi très informatives, aussi très pratiques, mais elles sont également inspirantes et divertissantes. Donc il y a vraiment une différence de profil entre les campagnes B2B et les campagnes B2C. Le brand content, comme vous le savez, il essaie de raconter des histoires qui sont des histoires engageantes, en mêlant des faits, des émotions, des idées et des valeurs qui sont évoquées par des marques. Nous, on a développé une véritable taxonomie du brand content digital qui a mis en évidence la richesse des sujets et des thèmes qui étaient couverts par ces histoires. Au départ, on avait identifié près de 50 000 thèmes. Et on a réduit ce corpus-là à 160 thèmes qu'on utilise aujourd'hui pour qualifier les contenus. Les 160 thèmes en question, on les a même regroupés maintenant en 20 sujets ou topics. Donc ici, vous avez ce qu'on appelle les topics. C'est la répartition donc, par topic, par sujet, sur les 20 sujets en question, au niveau des campagnes, entre B2B et B2C. Les contenus B2B sont très concentrés autour de 7 sujets principaux. En revanche, donc il y a beaucoup de business, il y a beaucoup de sciences, de tech et digital. En revanche, les contenus B2C ont une dispersion qui est beaucoup plus grande, qui reflète aussi une plus grande diversité des marques et des genres d'éditeurs qui sont couverts. Quand on a fait une analyse, donc on rentre dans ce qu'on appelle les topics ou les sujets, on va rentrer dans la liste des thèmes. Je vous rappelle qu'on a une taxonomie complète, on a plus de 160 thèmes. On se rend compte que la thématique pandémique, qui était très présente et sous-jacente dans les contenus B2B en 2020, en particulier, a largement disparu cette année. Donc elle reste sous-jacente, mais elle est plus présente véritablement. Pour laisser la place à des considérations business, de transformation digitale, avec toujours un accent sur le bien-être des salariés, les nouveaux équilibres travail-vie privée, le travail à la maison. Tous ces thèmes-là, on les voit vraiment utilisés par les marques en B2B. La thématique conseil, inspiration de voyage est 2 fois moins traitée en 2021 qu'en 2020, mais elle reste en tête des thèmes sur le B2C, devant les conseils beauté et mode, qui étaient déjà second en 2020. Le top 6 des thèmes B2C reste inchangé.
ne vais pas détailler tout ça, mais vous aurez l'information à votre disposition. Ce qu'on constate, c'est qu'il y a une grosse tendance à l'activisme. Daniel disait, je discutais avec lui auparavant, il disait c'est pas très efficace. Mais c'est vrai que les marques aiment s'emparer de ce genre de sujet. Donc on le voit qu'il y a un vrai, ce qu'on appelle nous l'activisme des marques, qui traitent beaucoup de sujets, qui s'approprient des thèmes de société, qui s'approprient des thèmes environnementaux, et elles l'assument véritablement. C'est une tendance lourde. Elles ne sont pas en reste sur le territoire des valeurs qui sont des valeurs qui comptent pour le grand public, des valeurs qui comptent pour les États, des valeurs dont débattent les médias au quotidien. Il y a beaucoup d'articles et de thèmes qui sont liés au changement climatique, au développement durable en particulier. Ici, on a regroupé sur ce chart tous les termes qui ressortent de l'analyse sémantique des contenus, où on voit qu'il y a par exemple près de 3000 contenus dans notre base qui parlent de développement durable, de sustainability. Il y en a 2000 qui parlent de climate change. Il y en a 600 ou presque qui parlent de tout ce qui est gaz à effet de serre, etc. Le net zero, c'est un sujet qu'on voit beaucoup en ce moment. On voit le blue hydrogen, on voit ce genre de... Il y a tous ces buzzwords, comme on dit, ils apparaissent maintenant dans les contenus des marques, les contenus brandés. Tout ce qui est autour de l'économie circulaire, la décarbonation, ça c'est un sujet qu'on voit énormément en ce moment dans les contenus en B2B. Ce qu'on voit aussi, c'est que les marques n'hésitent pas à parler de sujets qu'il est difficile d'aborder généralement via des communications display. Notamment, on parle beaucoup dans les contenus de marques, brand embodied content, de diversité et d'inclusion. On parle beaucoup d'empouvoirment des femmes, c'est un thème qu'on voit beaucoup. On parle beaucoup de problèmes sociaux et en général. On parle énormément de RSE, on parle énormément de ESG. C'est des termes qu'on voit beaucoup dans les contenus. On va vous donner des exemples. Donc l'activisme des marques, ici on va montrer un exemple autour de la thématique environnement. C'est Garnier sur National Geographic. L'empouvoirment des femmes, c'est Dell sur le Huffington Post. On reviendra ensuite sur les exemples. Duncan va vous donner des exemples en long et en large, et en anglais. Et on voit aussi des choses sur la diversité et l'inclusion. Par exemple ici, cette marque B2B qui parle de diversité. Voilà. Insérer la marque dans du contenu de marque, ce n'est pas une chose qui est très simple. Bien que le nom laisse penser que ce soit le cas. Pourquoi ? Parce qu'un niveau de branding trop flagrant peut aliéner l'audience auquel il est destiné, alors qu'un branding trop subtil, il peut mettre en péril les objectifs marketing. Donc c'est assez complexe. De la même façon, le branded content ne peut pas se permettre d'être incongru à proximité d'un contenu éditorial, parce que l'éditeur il a envie que les choses soient alignées. Donc nous, ce qu'on a mis au point, c'est un score de branding qui est assez sophistiqué. Ici, vous avez le score de branding moyen qu'on trouve sur les contenus. Donc c'est une échelle de 0 à 100. Donc 58 en moyenne. Donc les contenus sont un peu plus brandés que la moyenne. Enfin, sont assez brandés. Voilà. Et ce branding se décompose en 10 variables. Ou plutôt, les 10 variables composent le score de branding. Donc c'est un score pondéré. On a des choses comme ce qu'on appelle le brand focus. Donc c'est dans quelle mesure le contenu parle de la marque, de ses services ou de ses produits. Ce qu'on voit, c'est que tous les contenus ne parlent pas toujours de la marque, de ses produits ou de ses services. Et il y a des différences qu'on va voir entre B2B et B2C en particulier. Ce que font en revanche la plupart des contenus, c'est qu'ils sont très alignés par rapport au domaine de la marque. Donc en général, les contenus vont parler d'un domaine qui est proche de ce qu'est la marque ou de ses produits. Les contenus ne sont pas toujours très brandés en termes de nombre de fois où la marque est mentionnée. On va mesurer ce qu'on appelle donc, tous ces diagnostics sur la droite, c'est-à-dire présence de la marque dans le label, présence de la marque dans le contenu, est-ce qu'il y a un logo dans le label qui est utilisé. Le label, c'est l'étiquetage, si vous voulez. C'est l'étiquette qui est utilisée par tous les éditeurs, quasiment, vraiment presque tous,
pour spécifier qu'il s'agit de brand content ou de branded content. Donc, logo dans le label, on voit ça très souvent. Des assets de la marque, pas toujours, mais on en voit beaucoup, 6 sur 10, 5 sur 10. Logo dans le contenu, porte-parole de la marque, ça c'est quelque chose qui est une tendance très forte du côté du B2B, je vais vous montrer ensuite, un peu moins sur le B2C. Et la marque dans le titre, là, vraiment, là, on en rajoute, quoi. Ça, c'est pas très fréquent, mais on en voit quand même 29% au total. Et voilà le détail par type B2B, B2C. Donc c'est intéressant de voir que le B2C est plus brandé en général que le B2B. Que le focus également est beaucoup plus fort du côté du B2C que du B2B. Ce qui veut dire quoi? C'est que, encore une fois, les marques B2C parlent davantage de ce qu'elles sont, de leurs produits, de leurs services, que les marques B2B qui vont s'associer à des thématiques pour démontrer une expertise parfois, sans parler pour autant d'elles. En revanche, la plupart des marques utilisent des choses parlent de sujets qui sont très alignés avec leur domaine. Et vous avez ensuite les variantes. Alors ce qui est intéressant en termes de variantes, c'est qu'effectivement, l'utilisation d'assets de la marque est plus forte du côté du B2C que du B2B. Et en revanche, du côté de l'utilisation d'un porte-voix, c'est quelque chose qui est très très prégnant du côté des B2B. On le voit très souvent, des experts de la marque qui s'expriment dans le contenu, le patron de la boîte ou des experts de certaines divisions, alors qu'en B2C, c'est quelque chose qui est beaucoup plus rare. Même si en B2C, on utilise plutôt des influenceurs, par exemple. En termes d'objectifs marketing, chose qu'on mesure également, ce qu'on voit, c'est que traditionnellement, le branded content a un rôle essentiel à jouer dans la réalisation des objectifs de ce qu'on va appeler le haut de l'entonnoir marketing. Donc on le sait, depuis toujours, on dit que le brand content, c'est utilisé pour de la sensibilisation, de la création de notoriété. En revanche, on sait un petit peu moins qu'il peut être utilisé pour d'autres choses. Et en particulier pour de la considération, pour de la conversion, voire pour l'advocacy. Nous, ce qu'on constate, c'est qu'à deux tiers, les marques font effectivement de la création de notoriété ou de sensibilisation avec le branded content, mais il y a une différence entre le B2B, entre les types de contenus utilisés, également entre le B2B et le B2C. Ce qu'on voit, c'est que les campagnes de sensibilisation de awareness sont plutôt informatives, par ailleurs, que les campagnes qui sont dédiées à la conversion ou à la considération sont plutôt pratiques, et également plus susceptibles d'inspirer ou de divertir. Par type de contenu, on constate que les contenus à format long ou les contenus qui sont très longs et multiples de ce qu'on appelle les ad features sont centrés prioritairement sur des objectifs de notoriété, de sensibilisation. Les articles brandés donc, sont en revanche un peu plus divers et notamment on en trouve beaucoup qui cherchent à réaliser de la conversion. C'est le fait en particulier de toutes des campagnes de branded content qu'on trouve dans les publications digitales issues de la presse magazine, notamment de la presse féminine. Il y a beaucoup de mécanismes de call to action, présence de boutons e-commerce dans les contenus de marques B2C sur la presse magazine, enfin sur les sites issus de la presse magazine. On en est où en termes de... Where are we? I think I should speed up. Hein? Yeah, 2 minutes. OK. Ce qui est important, c'est l'identification des contenus, parce que l'étiquetage, c'est la condition sine qua non de la confiance entre les lecteurs et les auditeurs, lecteurs et auditeurs des éditeurs et des marques. On constate que tous les éditeurs sont assez diligents en la matière. Ils ont des politiques de labellisation qui sont très exigeantes, qui impliquent généralement l'utilisation de plusieurs labels. Nous, on a dénombré 166 labels différents utilisés par les éditeurs pour labelliser, étiqueter les contenus. Il y en a 35% qui ont au moins 2 labels. Il y a très très peu d'éditeurs qui ne labellisent pas, qui n'étiquettent pas les contenus de marque. Ils savent très bien qu'il y a un risque important de ne pas le faire. On n'en voit quasiment pas.
En revanche, ce qu'on voit, c'est qu'il n'y a pas de consensus entre les éditeurs. Il n'y a pas vraiment de normes pour l'instant quant au type de label utilisé. Les mots-clés qu'on retrouve en particulier, on les a identifiés ici, c'est paid. Donc il y a beaucoup de paid posts, paid program, paid for by, tout ce qui est sponsor, sponsored, sponsored by, sponsored article, sponsored content, partner, partnership, in partnership with, partner content, etc. Brand, brand voice, brand view, branded content, created, etc. Donc c'est très très riche, très très divers. Mais les éditeurs, généralement, quand ils ont choisi un ou deux labels, ils vont les garder. Pilote France, que vous dire? Je ne vais pas vous donner les résultats. On a couvert depuis le mois de mai 7 éditeurs français, des marques majeures. On a environ 500 campagnes en base déjà. On en a analysé 350, je crois. Ce qu'on voit, c'est que les sujets, les thèmes qui sont abordés par les éditeurs français et les marques sont très cohérents avec ce qu'on trouve au niveau international. La même typologie de contenu. En revanche, on voit des formats qui sont, j'allais dire, moins créatifs, c'est pas le bon terme, mais en tout cas un peu plus simples que ce qu'on peut identifier au niveau international. On va vous montrer des exemples qui sont très riches, très interactifs. C'est assez templété dans tout ce qu'on voit. Ce qu'on a constaté, ce qui est pour nous l'objectif, c'est tout ce qu'on fait au niveau international, on peut l'appliquer au marché français. Donc l'objectif pour nous, c'est de nous lancer en France, faire la même chose, offrir le même service au marché français. Je vais m'arrêter là sur l'aspect commercial. On va vous parler maintenant d'inspiration créative et Duncan va vous montrer des exemples de contenu issus de notre plateforme et surtout... no, sorry, this one. Yes. Merci Didier, et bonjour. And as Didier said, I'm typically English, I'm afraid, and my French is very poor. I will, in the few remaining minutes, just show you some of the examples of outstanding campaigns that we've uncovered in looking at 40,000 campaigns so far. C'est normal, il faut faire une recopie. Je branche, je should plug first. Oui, oui. It's not plugged. Second. Voilà. Bon. Ok, c'est recopie. La technique nous joue des tours ce matin. Donc, ce qu'on va vous montrer, c'est des exemples de campagnes qui sont directement issus de notre base, la plateforme, Contalto. Si c'est possible techniquement. Oui, ça a été... Voilà. Voilà. Non, il ne peut rien. C'est quoi qu'on a diffusé? C'est celui-là? C'est Oui, ça? oui. C'est ce qui est D'accord, derrière. d'accord. C'est ce qui est derrière. Ouais, ouais. Ça, Okay. c'est ça? Ouais. Merci. So I have actually built some campaign collections just to take you through a few of the creative trends that we are seeing, some recent developments. For example, audio, as Didier mentioned, it's only 2% right now, but it's growing fast.
So in no particular order, let's go through and look at some of these campaigns. I'll start with some that are classic storytelling, taking audiences on a journey. Let's start perhaps with this one. And I think we have some audio as well. So at first sight, this is quite a subtle campaign for Samsung, it says up here. There's a lot of this actually, the modified cursors, you see that quite a bit. We'll read the article here. So this is actually a really interesting campaign because you don't need the audio. We'll say yes. I need to turn on my audio. It's okay, I need to turn on my audio. I guess it's this one. Yes. No, no, headphone. No. Okay. The audio is not important because this is about sign language for deaf people. So an engaging campaign, a lot of digital branded content. This is an ad feature, of course. There's a lot of scrolling involved. And now this guy is telling his story without sound, so I'll continue scrolling. We have different chapters. So it's very biographic. Nothing about Samsung right now. We have some video here. If I sing you a song, would you all sing along? It could help you heal the pain. If I wrote you a letter, would you love me? So he's the accepted expert in the US of American Sign Languaging. It's pretty good. The sign languages for rock bands. Enough of that. So it's a long scroll talking about the development of his career, his experiences, and then we come to the technology part and how technology now is really helping. So this is very socially aware, of course, of Samsung, and we come right to the end, and we'll actually view then finally, the product, which we have down here. Interactive, I can check out what makes these TVs so good for people, the accessibility functions, etc. So that's one example of storytelling with a different twist because the audio is optional. You don't need it because it's all about sign languaging. I'll close that down. Others similar to this we've seen, let's go back up here. Let's look at a whiskey brand on Highsnobiety. They really take the viewers on a journey. This is not just about a vertical scroll, as you'll see in just a minute. We go in all sorts of directions here. So this is about a competition to design new bottles, new packaging for Glenfiddich. So we went vertical, now we're going horizontal. And this combines a few interesting concepts. So this combines not only whiskey, one of my favorite subjects, of course, but also NFTs and fashion. As you'll see here, there was a competition to produce the boxes for the whiskey, but also around this, based on the designs of the boxes, some NFT-based artwork was created. And you can actually bid on these, and I think every one of them has sold for 1.5 Ethereum, however much that is. So we'll continue scrolling. This is the artist who put the work together. Again, you can bid on this. I think this went for about $6,000 US. This is the box that was created. So that's just one country's activity. Then you go on to the next one. We're going vertically down now. Same kind of thing. We can bid on the NFT. And it continues. And then the UK. And eventually, we'll get to the world map where you can click on any country and view the activity.
So very interactive, quite a lot of scrolling, again engaging. It takes people on a journey vertically and horizontally, and we see an increasing amount of this. In fact, we'll talk about that here. For example, horizontal scrolling, perhaps a little bit of a gimmick at first. It's now quite commonplace. So this is a B2B campaign from Square on the Atlantic, and again, it's just instead, for the sake of it, it's a horizontal scroll, and of course, any one of these opens up into the individual article. So that's certainly a trend that we've noticed, the use of horizontal. To compare, we've seen a couple of very busy-looking campaigns. This Glenfiddich one in particular. There's also some beautifully clean and clear campaigns that are being developed. This is a very recent one. If the Wi-Fi is going to let me, this is a very recent one on the New York Times. So very beautifully clean and clear, almost monochrome. So this is Chanel on the New York Times just a few days ago, about 3 weeks ago. So you have these extremes, beautifully crafted campaign, storytelling again about the jewel that they used to create the piece of jewelry. So we do see these extremes. Again, like I said, this is almost monochrome, super clear and clean from Chanel. Let's look about a couple of other things here. So that was storytelling. I'll come back to that. I'll also look at quizzes are increasingly being used in various ways. Quizzes used to be just BuzzFeed. Nobody else was doing a quiz, just BuzzFeed. It's what they were famous for. Now we see a lot of quizzes across all genres, not just B2C, but B2B as well. So we'll look at an example here on the Washington Post. Again, if the Wi-Fi allows. Here we go. So this is actually more of a puzzle than a quiz. As we scroll, we think this is going to resolve and answer our question, who is the celebrity? But it doesn't. So we have some clues. So we can look at these. We can scroll through the clues to try and guess who this person is. This is for Dropbox, by the way. I've no idea. And then we get our answer. So Dropbox has done a whole series of these on the Washington Post. It's about treasuring, keeping safe your most treasured memories via Dropbox. So that's one form of quiz. We do see a lot of others. This is a good example here. Sorry, I'll go here from the New York Times. Blending a quiz with interactivity. This is from State Street Global Advisors, so a financial advisory company. So this is kind of a quiz, but it's also a puzzle. So we have to match things up. Correct? A combination of different quiz techniques. So there you go. So a lot of different forms of quizzes. We'll just look at one more over here. Again, the Washington Post. This is for Discover, which is a financial brand, credit cards and personal loans. Again, you can see my cursor has been modified here. I can scroll down, click to read more. Oh, I have to guess something here, and it's a drag and drop answer. So again, lots of different ways to show quizzes. One more over here. Just to engage the viewer, the audience, is basically swipe left or right. Is this true or false? Etc. So that's how it works.
So as time goes by, we're seeing a lot of new ways to engage audiences in this way. Quizzes, as I said, used to be BuzzFeed only. Now it's many different publishers. I won't go through all of these, just one more here. This one from a pet food brand. Actually, I think we're getting near time, aren't we? So I'll move on to the next collection. So we talked about quizzes. Audio, of course, is a growing trend, and we can go from the extremes of sponsored podcasts, for example, on Monaco and on Monocle. This is from Allianz. You're listening to the Monocle Daily, first broadcast on the 2nd of December 2021 on Monocle 24. The Monocle Daily is brought to you in association with Allianz. And there are many of these on Monocle. They actually call them, it's radio, because it is daily, high volume, and you can see a lot of different sponsorships over here on the right. So that's one extreme of audio where it is pure podcast, 20, 30 minutes. The other extreme is where you just see small snippets embedded within a campaign. So here, for example, we have eBay on Politico, and it's just a nice way of adding a bit extra to a campaign. So here. I come from a family where my mother always told me, you have to earn the money before you can spend them, and you have. So a little bit of animation there. Another way of treating audio. It's really just a few quotes, just a few seconds. I think these are about 30 seconds long. We also have some interesting ways to show the transcripts. This example here from Vox. Not everyone wants to listen to the podcast, or maybe they can't. Maybe they don't have their headphones. So this was from Straight Talk Wireless, a mobile phone company. So we have the traditional megaphone thing here. So it's a 30-minute podcast, or I can experience the podcast visually. What does that mean? I think they've worked really hard here to make this faithful to the audio. I should have played the audio so you could see that. So it's a transcript for 30 minutes. There's a lot of scrolling involved, so you can see how this develops. A lot of the time it's just a PDF or something like that of the transcript, but they've put a lot of effort into this one. So that's audio with a different take. And we even have audio for travel campaigns. This is probably the last sector we would expect to have audio. Travel, obviously very visual. It's about the place, the people. But now we have this for Condé Nast Traveler, for example. They started these escape routes podcasts during the pandemic when people could not travel, but they've continued that, proving popular, I guess. This one actually sponsored by a Cuban rum brand. And the podcast is here, 17 minutes. So audio, as Didier mentioned, only 2% of total content right now. We're seeing that grow very rapidly. Other things in the collections we have here, we should look briefly at a couple of very immersive campaigns. They both happen to be for auto brands. Here we have one for Hyundai with National Geographic. Immersive, so you can choose your American National Park to visit. It's just loading. And it's 360, so I can click anywhere and move around. Look at the falls, close that down, look at the wildlife. And if I scroll hard enough, I'll find, oh look, here we go. There's the product. And I can start having a look at this particular vehicle. So that's quite nicely done for Hyundai on National Geographic. I'll go back to my 360 and I can take different views and see different things. Not always with the car in view. One more quickly for CNN. Porsche, I think this was almost a year ago at the launch of the Taycan. It's loading. Again, audio is kind of optional here because the car is pretty much silent, but we'll turn it on. And we get on the right-hand side, lower right here, we can actually see how far we have to go. So this is just the introduction.
We'll keep scrolling. And it's really a full-on experience of the car in all of its aspects. I'll keep going. Drive. And we have 360 here as well. I think this. Welcome to the Taycan. Today, we want to give you the opportunity to experience Porsche's first all-electric sports car from the driver's seat on a scenic journey through Singapore. You get the Inside idea. the Taycan, classic design features have been... So yeah, as you can see on the right here, we're only halfway through. There's some dragging here to talk about charging. There's a video of the charging. Whoops, sorry. We'll close that. And there's all about the personalization options for the car, including, finally, colors. Blue, white, grey, whatever. So that's, again, extremely immersive. This happened to be both for car brands. One other trend that we're seeing, I think Didier probably touched on this, is this one. Very often now, very frequently, the car brands are not talking about product. Here, for example, Porsche and Lexus are probably the two main protagonists here. But we have, for example, here, if I can open up, we have Porsche sponsoring a series about interior design. This is just a bit slow to open up, so I won't show all of these. We have Volvo sponsoring a discussion on sustainability. We have Porsche again sponsoring here on Vogue. Again, I think maybe the Wi-Fi has dropped. We even have Porsche talking about managing conflict in relationships. So a very recent and very significant trend for auto companies. We're pretty much out of time. I guess I've covered. I have a few other collections here, as you can see. But please do talk to us and ask us any questions. We have quite a lot of content, as you can see. I'll hand back to Didier. Ouais, désolé, on est un petit peu au-delà du temps qui était prévu, donc il n'y aura pas de questions. Si vous voulez poser des questions, venez nous voir après, et puis on répondra. Merci.